Bonjour et bienvenue à Toronto. Je suis Mia Nielsen, directrice de la Voix. Je suis ravie que vous nous rejoigniez pour une présentation plateforme intitulée Exposition récente au Québec, une conversation animée par Jean-François Ballil, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art de Joliette, une conversation avec Ariane Dubois, Michel Drapeau et Nicolas Mavrikaki. Au plaisir. Bonjour tout le monde, merci d'être présent à notre discussion table ronde francophone de la foire de Toronto, de Art Toronto. On est quatre personnes regroupées aujourd'hui pour parler de plein de choses, parler d'exposition, parler d'art, parler d'artistes principalement, mais ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, peut-être je peux me présenter moi-même déjà pour commencer. Jean-François Bellil, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art de Joliette. Super content d'être ici aujourd'hui. Puis, je demanderai peut-être aux intervenants de se présenter aussi. Donc, Ariane, on commence avec toi. Oui, je m'appelle Ariane Deblois, donc commissaire indépendante, auteure. J'enseigne aussi au collégial et j'ai récemment été nommée directrice artistique au centre d'exposition Le Plein Sud à Longueuil. Merci, Ariane. Nicolas Mavrikakis? Alors, oui, je suis critique d'art au Journal Le Devoir maintenant depuis 7 ans, après avoir travaillé au journal Voir pendant, mon Dieu, 15 ans, il me semble. Je suis commissaire indépendant d'exposition. J'ai entre autres montré la rétrospective Pierre Ayotte il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je suis théoricien de l'art, historien de l'art. J'enseigne dans un cégep et je suis aussi artiste pour mes loisirs. Merci, Nicolas. Et Michel? Oui, bonjour, moi c'est Michel Drapeau, historienne de l'art de formation. Je suis commissaire indépendante et travailleuse culturelle. En ce moment, je suis commissaire adjointe de Manif d'art, la Biennale de Québec. Et voilà. C'est une des choses aussi que je pense qui est intéressante, qu'on essayait de cibler quand on s'est regroupé. Donc, on a une personne de Longueuil, une personne de Joliette, une personne de Montréal et une personne de Québec. Ariane, je te mets dans Longueuil. Bon, je suis d'accord que c'est Longueuil-Montréal, là, mais on sort un petit peu des sentiers habituels de Montréal, qui je pense que c'est important. Puis ce qui m'amène directement sur le sujet de cette rencontre. Pour être honnête avec vous, cher auditoire, quand on a commencé à parler de ça il y a quelques jours, on parlait d'expositions qu'on a vues récemment dans la dernière année ou les 2 dernières années qui nous avaient intéressés, marqués. Puis assez rapidement, la discussion s'est transformée en discussion sur la transformation des espaces et des lieux. Une transformation qui a commencé, selon nous, il y a plusieurs années. Donc, qui n'est pas uniquement liée à la COVID, qui est peut-être accélérée ou en tout cas influencée par la COVID. Je ne sais pas si cette même trame narrative-là va se poursuivre dans notre discussion aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de garder ça en tête puis de peut-être aller dans cette direction-là. Donc, vous vous en doutez, ce n'est pas scripté, ce n'est pas prévu, c'est un peu à brûle-pourpoint. Je pense que la chose qu'on a en commun, les quatre, c'est qu'on a vu et on voit beaucoup d'expositions en vrai, moins dans les derniers mois malheureusement, mais dans les derniers mois, on en voit aussi du virtuel, on en crée, puis on est toujours en réflexion sur les modes d'exposition, ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant sur la scène canadienne, ce qui est intéressant sur la scène internationale aussi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut y aller d'emblée de jeu sur une exposition récente, sur quelque chose qui est en lien avec ça. Je peux peut-être commencer en expliquant que la scène montréalaise bouge beaucoup. Bon, ça a toujours beaucoup bougé, mais là, il se passait beaucoup de choses. Il fut une époque où on pouvait aller au Belgo, l'édifice Le Belgo sur Sainte-Catherine, voir la majorité des galeries, ou beaucoup d'entre elles en tout cas. Et là, ça a bougé un petit peu. Ça a bougé de manière un peu en se décentralisant. Pierre-François Ouellette est parti du Belgo. Il est allé chez Graff. Graff est venu au Belgo et finalement a fermé, ce qui est quand même un gros trou dans la scène montréalaise. Graff était là depuis près de 40 ans. Joyce Aouda a fermé. René Bloin a quitté quelques années ce lieu-là. Il y a eu des jumelages aussi récemment dans les dernières années. René Bloin s'est jumelé avec
avec division. Ils avaient déjà été très proches, ces deux galeries-là. Mais bon, là, c'est une association qui nous fait croire que René Bloin, le célèbre René Bloin, va peut-être lentement aller vers une retraite, mais bon, je n'y crois pas vraiment, mais bon, peu importe. Par ailleurs, on peut voir aussi Antoine Estarquiran qui s'est jumelé avec la Parisian Laundry pour faire maintenant une galerie qui s'appelle Bradley Estarquiran. Ça bouge beaucoup. Et avec un sentiment que... comme me le disait Madeleine Forcier, la Galerie Graphe, qui a un petit malaise aussi, c'est qu'on a l'impression que nos collectionneurs achètent pas mal. Il y a des bons collectionneurs à Montréal, mais l'intérêt pour l'art québécois et canadien n'est peut-être pas toujours là. Disons-le comme ça. Madeleine me racontait à une époque que lorsqu'elle faisait une exposition, c'était souvent vendu presque totalement, une expo d'artistes canadiens ou québécois. Et maintenant, on assiste à un repositionnement des collectionneurs qui veulent avoir des gros noms de la scène internationale ou canadienne, québécoise, mais prendre un risque sur un jeune artiste, c'est plus compliqué. Et même, on achète moins, tout simplement, nos artistes. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu embêtant, moi, ces temps-ci, qui m'attriste, disons-le comme ça, d'autant plus que nos musées, j'ai l'impression, n'ont pas nécessairement appuyé beaucoup notre scène. J'attends avec grande impatience l'exposition qui devait commencer ces jours-ci au MAC et qui va s'appeler « La machine qui enseignait des airs aux oiseaux » et dans laquelle on va donc avoir, si je me rappelle bien, une trentaine d'artistes québécois qui remplacerait peut-être la Biennale, parce qu'on avait quand même une Biennale à Montréal qui est morte, et ça c'était un événement quand même très triste. On avait auparavant même une triennale d'art québécois qui a disparu. Donc là, j'espère que les musées vont signifier plus grandement leur intérêt pour l'art d'ici, et j'attends avec grande impatience cet événement-là. Malheureusement, bon, il est remis un petit peu plus tard, mais ce n'est que partie remise. Je crois que l'exposition est déjà montée, tu me disais, Jean-François. Mais même de la part du Musée des Beaux-Arts de Montréal, j'ai quelques inquiétudes. On a eu une directrice auparavant, Nathalie Bondil, bon, qu'on l'aime ou pas, mais elle ne s'intéressait pas nécessairement tant que ça à l'art québécois et canadien. Et précédemment, Guy Cocheval non plus n'avait pas un grand intérêt. Donc là, la nomination de Stéphane Aquin, j'espère qu'il va nous dire clairement son intérêt aussi pour un art canadien et québécois, parce que j'ai l'impression que c'est souvent les galeries privées, les centres d'artistes, parce qu'on a beaucoup de centres d'artistes très forts à Montréal et qui eux, se sont développés, ont pris de l'ampleur, et les galeries universitaires, pensons à la galerie de l'ICAM et à la galerie Léonard et Bilainen à Montréal, c'est eux qui ont fait le travail de défendre nos artistes, disons, dans la dernière décennie et même, je dirais, les dernières 20 années. Et je ne suis pas le seul à le dire, là. Lors du débat qu'on a eu autour de Nathalie Bondil cet été, plein de gens ont écrit dans les journaux que le Musée des Beaux-Arts n'avait pas fait son travail de ce point de vue-là. On peut applaudir pour plein d'autres raisons le musée, qu'il a fait un travail important dans d'autres domaines, mais pas par rapport à la scène québécoise et canadienne. Ben, puis je pense que dans ce que tu viens de dire, Nicolas, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Chaque ligne pourrait partir sa propre discussion pendant une demi-heure. Mais ce que moi, je remarque dans ça, je ne sais pas ce que Ariane et Michel vous en pensez, mais c'est que il y a eu une transformation de l'existence de l'art régional sur la scène nationale et internationale. Les ponts se sont construits, les gens voyagent beaucoup plus, les acheteurs, mais les artistes, les galeries, les gens de musée aussi. C'était rendu, avant la COVID, c'était rendu commun de se faire 2, 3, 4, 5 foires internationales par année, en plus d'une biennale et peut-être d'une documenta et autre chose. Donc, l'existence de l'art canadien sur une scène nationale comme ça est en train de se transformer, je pense encore plus avec les nouvelles technologies, de se transformer. Comment on expose de l'international avec du canadien? Est-ce que c'est une rue à double sens où on met toute l'emphase sur l'international, ou on fait du protectionnisme et on met que l'emphase sur le canadien? Il y a plusieurs modèles qui existent, puis chaque institution a pris une approche différente. Il y a des galeries et des musées et des centres d'artistes qui ont décidé de focusser uniquement sur l'art canadien. Puis il y a des pour et des contre de chaque côté. Là. Il y en a qui sont allés dans l'autre sens complètement. Il y en a qui ont pris le milieu de la route un peu plus. Moi, un exemple que je suis régulièrement et qui continue de m'impressionner, c'est la jeune galerie Pangé, qui, elle, s'est transformée, qui a changé de lieu carrément, qui habite maintenant dans un ancien consulat et qui, invariablement, expose des très, très, très jeunes artistes, mais des très, très jeunes artistes canadiens et internationaux, souvent côte à côte,
Bon, je suis un petit peu biaisé parce que c'est le modèle que j'adopte aussi au Musée d'art de Joliette, donc c'est sûr que j'aime ça. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce modèle-là, plutôt que de focuser uniquement sur l'international ou sur le Canadien, parce qu'invariablement, il y a quelqu'un qui y perd sinon. Mais c'est en transformation. Je pense que les prochaines années vont nous voir connaître une réalité complètement différente. Je ne sais pas ce que Ariane et Michel vous en pensent. Oui, bien, tout à fait. En fait, je suis assez d'accord avec le portrait que Nicolas dressait puis ce que tu disais. Je pense en fait qu'il y a plein de choses. Puis je pense que le moment actuel là, de la crise sanitaire est un bon moment pour réfléchir, dans le fond, sur le milieu de l'art. Je pense que c'est vrai qu'on sent des instabilités, des fragilités dans notre milieu, puis il faut renforcer certains liens. Comme on en discutait la dernière fois, je pense qu'il faut sortir en fait de l'idée que les artistes d'ici sont des artistes locaux. Dans le fond, nos artistes en fait ont des pratiques fort intéressantes et porteuses et il ne faut pas avoir honte en fait de ce qui se produit ici, bien au contraire. En fait, il y a des artistes fort intéressants. Il y a des penseurs aussi, des penseuses très intéressantes. Donc, je pense qu'il y a comme, comment dire, on reste malgré tout des fois dans une certaine forme de complexe là, au Québec par rapport à ce qui se fait ici, ce qui se produit ici. On discutait aussi dans notre dernier échange du fait que peut-être que les fameux blockbusters allaient tranquillement être moins mis de l'avant là, avec la crise, la pandémie, ce qui pourrait être aussi une bonne chose parce qu'on s'entend que les blockbusters, c'est des grandes expositions qui amènent effectivement beaucoup de gens dans les grands musées, mais qui mobilise un espace qui n'est pas du tout utilisé pour présenter les artistes d'ici. Et puis, je pense que les grands musées devraient être un tremplin, en fait, pour les artistes d'ici et on leur réserve vraiment très, très peu d'espace. Il y a énormément de travail qui se fait avec les centres d'artistes au niveau de la recherche. Je pense que les galeries privées aussi font un excellent travail à représenter les artistes d'ici, québécois, canadiens, mais c'est comme si le pont ne se fait pas avec nos grands musées. Donc, on espère, dans le fond, que dans les années à venir, il y a quelque chose qui va pouvoir se tisser. Puis, comme je disais, peut-être le modèle, c'est peut-être un peu comme le modèle de Joliette, c'est-à-dire de faire des expositions avec des artistes d'ici et des artistes internationaux et de les présenter ensemble, en fait, qu'on ne vienne pas comme camper les artistes d'ici dans un camp et les artistes d'ailleurs dans un autre camp. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là. Je pense aussi au niveau de la scène artistique québécoise, je pense qu'il y a des enjeux aussi, je pense, de représentativité. Je pense que le milieu est peut-être encore trop homogène, qu'il y a un travail d'inclusion qui devrait être fait pour inclure des artistes de différents horizons, puis qu'il faut aussi sortir de la fameuse étiquette de la diversité, là, ça aussi, qui est une étiquette qui est très clivante et qui finalement ne réussit pas à mettre de l'avant le travail des artistes. Puis aussi, par rapport aux enjeux de mixité, je pense qu'on a du mal aussi à mélanger des artistes de différentes générations. Je pense qu'on est soit qu'on travaille avec des artistes plutôt jeunes, il y a un intérêt pour la nouveauté, ensuite les artistes de mi-carrière, puis on a du mal, dans le fond, je trouve, à accompagner les artistes un peu plus matures. Ça, il y a peut-être un travail aussi à faire, je pense, dans les années à venir, puis une réflexion qui devrait être faite là, par rapport à tout ça. Et puis c'est tout un travail de construire des ponts plutôt que des divisions et des oppositions, hein, je pense, qui s'applique dans un peu tout ce que tu dis. Chercher les similarités et les points de concordance plutôt que les oppositions et les différences entre tout le monde. Même si on aime tous une bonne petite bataille puis une bonne petite opposition, mais quand même. Je sais pas. Puis toi, Michel, de ton côté, à Québec, je pense que tout ça doit résonner. Vous avez vécu des choses et vous continuez à vivre des choses semblables aussi. Ben oui, absolument. J'aimerais rebondir sur quelques constats qu'a fait Nicolas tout à l'heure qui, oui, effectivement, semble bien représenter la scène de Montréal, mais j'apporterais peut-être quelques nuances par rapport à la scène dans la ville de Québec, par exemple, dans le sens où, par rapport au collectionnement, entre autres, moi, je suis active dans le conseil d'administration de la Foire en art actuel de Québec, qui se présente vraiment comme une foire alternative, qui est commissariée, qui chaque année est présentée vraiment comme une exposition collective avec un ou une commissaire invité. Et c'est une foire qui présente le travail surtout d'artistes non représentés en galerie et
qui est systématiquement intergénérationnel dans sa sélection des artistes. En termes de représentativité également, il y a toujours des artistes, oui, de la Ville de Québec, des artistes de Montréal, mais aussi des artistes de région. Ça, c'est très important pour nous. Donc, par rapport à ça, en termes de collectionnement, chez les collectionneurs et collectionneuses que nous, on connaît dans la Ville de Québec, du moins, il semble y avoir encore beaucoup d'intérêt de collectionner chez les artistes québécois, de donner la chance à des artistes de la relève aussi, de prendre des risques. Je pense aussi à la Galerie 3, qui, à mon avis, fait vraiment un travail absolument formidable d'encourager la carrière d'artistes d'ici. Sinon, en termes de représentativité des artistes québécois et internationaux, des artistes québécois et canadiens versus les artistes internationaux, je dirais aussi que Manif d'art fait vraiment un super beau travail dans le sens où la Biennale de Québec, à chaque édition, tient fortement à avoir une bonne représentativité des artistes québécois et canadiens. Il y a à chaque édition environ 50% des artistes qui sont internationaux et 50% des artistes qui sont québécois et canadiens et qui sont tous présentés sur la même plateforme à égalité. Puis même que Manif d'art s'engage à faire tourner par la suite des artistes québécois à l'international. Donc, il y a vraiment cette volonté-là, non seulement d'amener l'international ici, mais de faire rayonner nos artistes d'ici à l'international. Je pense notamment en 2019, on a exposé 5 artistes québécoises et québécois en Angleterre. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir, du moins sur la scène à Québec. Puis, je sais qu'il y a une certaine critique qu'on pourrait faire par rapport aux expositions blockbuster dans les institutions muséales, mais je noterais quand même quelques coups forts qui se passent au Musée national des beaux-arts du Québec, notamment avec le prix en art actuel qui, depuis quelques années, présente tous les 2 ans un prix à un ou une artiste québécois et une exposition individuelle. Puis notamment, lorsque je réfléchissais à des expositions qui m'ont beaucoup marqué dans les derniers mois à Québec, je pense en outre à l'exposition de Numa Amoun, qui a été une découverte incroyable pour moi. Puis, je ferai aussi un petit clin d'œil à ma collègue Ariane Devois, qui a été commissaire d'une première rétrospective institutionnelle pour COSIC l'année dernière, qui était quand même vraiment un bon coup pour ce duo qui a marqué l'histoire de l'art contemporain au Québec et à qui on devait depuis longtemps une grande exposition rétrospective de cette envergure-là. Donc, chapeau, c'était vraiment une super expo. Chapeau, moi aussi, je trouve. C'est très rare que nos musées fassent ça. Et au Canada, je pense que c'est le même problème. Nos musées oublient souvent nos artistes, et en particulier ceux qui sont à mi-carrière. Il y a comme un creux, là. Tout le monde me parle de la même chose. On est la nouveauté, la saveur du mois. Et on les prend de plus en plus jeunes, ces artistes-là, comme la société en général, de toute manière. On aime les gens jeunes. Et puis après, à passer à un certain âge, on les oublie. Et après coup, s'ils ont survécu à tout ça, ils ont peut-être une rétrospective. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse sur la question de l'international qui est très obsédante au Canada et au Québec. Quand on dit le mot international, il faudrait quand même entendre ce que l'on dit vraiment. On ne parle pas de la scène internationale vraiment. On parle de New York, de Londres, de Paris, on parle des pays riches. On inclut très peu d'artistes qui viennent d'une scène qui serait différente, mexicain, Amérique du Sud, Afrique. Donc, le mot international, il faudrait le reformuler, ça. C'est le milieu de l'art dominant, riche, avec ses goûts et des goûts, soyons honnêtes, là, de collectionneurs sur la scène internationale qui investissent aussi beaucoup plus qu'ils aiment. Hein. Je ne dis pas que c'est la situation au Canada, mais sur l'international, il y a quand même ce problème-là. Au Canada, on s'est senti un petit peu à l'abri, mais ces temps-ci, en tout cas à Montréal, je suis content d'entendre ça à Québec, à Montréal, j'ai vu ce tournant-là aussi, et qui me dérange. Mais bon. Je me demande si ça va pas. C'est foisonnante quand même. Il faut quand même dire que la scène artistique québécoise, elle est foisonnante. On a des artistes extrêmement importants qui font des choses extraordinaires. Donc, si on rouspète un petit peu, là, c'est parce qu'on aimerait ça aussi que ces artistes-là soient un peu plus visibles. Je pense que vous êtes d'accord.
Je pense que c'est la seule raison pour laquelle on rouspète un peu, je pense. Ouais. Je ne sais pas si ça peut changer avec le. Si on dit que peut-être que les blockbusters auront à tout le moins une pause ou peut-être la fin des blockbusters. C'est un peu le même phénomène, là, c'est d'aller chercher des têtes d'affiche qui vont remplir le musée et où se vendre facilement en galerie parce que c'est des superstars à Paris, à Londres et à New York. Puis moi, je serais justement, comme tu dis, Nicolas, beaucoup plus intéressé à essayer de tisser des ponts avec des artistes très forts de pays, de villes et de lieux qui ne sont pas des powerhouses où les choses se vendent à coups de millions et les expositions se remplissent à coups de centaines de milliers de visiteurs. Avec qui on a peut-être plus de dialogue à avoir aussi, là, qui vivent peut-être des situations semblables à la nôtre, avec une scène foisonnante, mais qui sont moins présents chez Sotheby's et chez Christie's et au MoMA et compagnie. Je ne sais pas si ce n'est pas une façon intéressante de le faire, autant pour les galeries que pour les musées. Puis moi, j'ai toujours aimé cette idée aussi d'échange, de duo, passant par différentes générations, venant de différents contextes sociodémographiques ou culturels. Je trouve qu'on découvre des choses exceptionnelles. Puis il y a des expositions de ce type qui se font quand même régulièrement puis qui sont super intéressantes. Là, ça va un peu contre mon point moi-même, mais il y a une exposition que j'avais beaucoup appréciée l'an passé, en 2019, chez Simon Blais, qui s'appelait Duo Ferron-Riopelle, qui mettait en face à face deux artistes qu'on voit rarement exposés ensemble et pourtant qui ont eu des carrières super importantes et intéressantes. Moi, j'apprécie beaucoup ces duos-là. Oui. Mais Simon Blais, tu vois, il présente beaucoup. Ces artistes sont québécois, canadiens, ils ne s'excusent pas. Il n'a pas besoin de s'excuser pour faire ça. Là. Il fait aussi tout un travail de fond sur des artistes qu'on aurait peut-être un peu oubliés et puis il travaille avec des collectionneurs. Ça, il faut quand même noter sa présence dans la scène montréalaise. Il fait partie de ces galeries qui défendent beaucoup les artistes d'ici. Ouais. Puis de ce côté-là, on est chanceux parce qu'on a quand même un nombre assez important de galeries très impliquées qui sont là depuis longtemps. Oui, on en a perdu, puis il y en a des nouvelles qui sont apparues, mais qui sont très impliquées, qui produisent des catalogues, qui produisent des publications, qui font de la recherche de fonds, qui font des expositions importantes. On peut parler de Nicolas Robert, on peut parler de la galerie Elephant aussi, qui fait un travail excellent, qui est récente. Ouais. Ils sont pris des galeries un peu décentrées maintenant. Avant, on pouvait aller dans un ou deux lieux. Maintenant, ça a éclaté vraiment à Montréal. Bon, mais bref, ça se redéfinit. Ce n'est pas la fin du monde. Mais moi aussi, j'espère que la pandémie va nous amener à réfléchir un petit peu plus à une échelle différente, à une échelle plus modeste, à des rapports plus construits entre les gens, un peu moins de flafla, un petit peu moins de bling-bling. Voilà. D'autant plus qu'on a les artistes pour. C'est pas comme si la scène était mauvaise ici. Elle est très riche. Donc, il suffirait que nos musées présentent un peu plus ces artistes pour que les gens s'y intéressent un peu plus, je pense. Bref. C'est justement cette décentralisation-là, ça fait quelque chose de. Je ne sais pas si vous le voyez, vous autres, à Longueuil puis à Québec, mais il y a comme il y a une force qui vient de l'extérieur. Tu sais, quand tu parles de décentré, Nicolas, tu parles on n'est plus au Belgo, on est un peu partout dans la ville. Je dirais même plus ça, sortons de la ville. Puis il y a des choses à une autre échelle, mais des choses super intéressantes qui se passent un peu partout, là, dans tous les centres d'artistes du Québec, dans les musées, dans les galeries à Québec. Malheureusement, les galeries sont principalement à Québec et à Montréal, ça demeure ça. Là, ceux qui font un travail d'avant-garde en art contemporain et qui ne sont pas centrés sur l'idée de la décoration. Bon, je pense que ça... On peut d'ailleurs se demander pourquoi les régions n'ont pas été plus développées au Québec. Il y a un moment donné, Pierre Théberge avait tenté le coup en ouvrant une aile du Musée des Beaux-Arts d'Ottawa à Shawinigan. Mais je comprends bien les galeries, mais pour des lieux d'exposition, en Europe, on a beaucoup joué cette carte-là quand même. Münster, Cassel, Venise, il y a des villes qui étaient moins importantes et qui se sont revitalisées grâce à des événements d'envergure. Ça, je n'ai jamais bien compris pourquoi on n'avait pas pu jouer cette carte-là au Québec alors que le territoire est là, il y a des lieux extraordinaires, les locaux coûteraient moins cher. Ça, c'est une énigme pour moi aussi. Parce que, effectivement, si je dénonce un peu qu'on est trop tourné vers ce qu'on appelle l'international, je peux aussi me demander pourquoi on est trop tourné vers Montréal et Québec. Il faudrait aussi réfléchir à décentraliser aussi même dans la province elle-même. Ça m'a toujours étonné. On n'a pas joué cette carte, je ne comprends pas.
Est-ce que vous trouvez, Michel et Ariane, qu'il y a un combat? Parce que moi, je trouve ça difficile, là, fait que je vais peut-être vous entendre là-dessus. Là. C'est comme un combat de tous les jours pour essayer d'aller chercher l'attention médiatique qu'on n'est pas à Montréal, d'essayer d'aller chercher les visiteurs, aller chercher de. C'est plus difficile, là. On part avec quelques coups de retard à chaque fois. Là. Oui, absolument. C'est une réflexion constante pour le milieu de Québec, du moins d'essayer d'attirer les publics montréalais vers un petit voyage à Québec pour faire la tournée des expositions. J'imagine qu'à Joliette aussi, c'est un travail constant. Puis Ariane, alors, c'est-tu moins pire que vous êtes au bout de la ligne de métro? C'est-tu moins pire ou… Ben, là, en fait, le problème, c'est que moi, ça fait juste quelques mois que je suis à Longueuil, puis j'ai commencé pendant la pandémie, donc j'ai du mal à jauger, en fait, ce problème-là. Mais je pense qu'il y a un problème généralisé là, par rapport au peu de couverture médiatique qu'ont les expositions. Là. Ça, c'est un enjeu fondamental, puis ça l'est autant pour Montréal que pour les régions, Québec ou Joliette. Là, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire quelque chose. Il y a énormément de pression qui vient du milieu, mais c'est comme une résistance de la part des grands médias. Puis vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que ça serait tellement simple de parler d'exposition au téléjournal. Là. Pour moi, c'est vraiment incompréhensible, en fait, qu'on en soit là à une si grande invisibilité. Oui, puis c'est un débat qui avait été très bien entamé là, en janvier dernier avec le collectif Invisible, avec la pétition pour une meilleure visibilité des arts à Radio-Canada, puis qui finalement, on dirait que ça a été un peu, cette question-là a été un peu invisibilisée sur la place publique avec la pandémie qui a pris le dessus dans les nouvelles, on s'entend, donc encore moins de visibilité pour les arts visuels. On est quand même très riche au Québec. Il ne faudrait pas oublier qu'on a quand même beaucoup de revues d'art. Ça, par rapport, même si on se compare au reste du Canada ou ailleurs, pour la population qu'on a, bon, on regrette la disparition de la revue Parachute il y a maintenant plus de 10 ans, mais bon, on a S, on a Espace, on a plein de revues qui sont très actives. Ça, c'est bien. Mais effectivement, dans les médias, il y a un problème. Moi, je peux vous en parler parce que bon, j'y suis. Mais bon, je dirais aussi qu'il fut une époque, il y a des galeries qui boudaient un peu les médias. Il ne faudrait quand même pas oublier ça. Hein. Moi, des galeristes m'ont dit je fais pas les divertissements. Hein. Je fais pas ça. Je peux aller m'abaisser vers ça. Bon, c'est sûr, il y a tout un travail de sensibilisation à faire auprès des médias. Il y a quand même Radio-Canada qui fait encore pas mal, qui occupe pas mal ce mandat-là. Pensons entre autres à Marie-Louise Arsenault avec son émission Plus on est de fous, plus on rit. Plus on lit, excusez-moi, émission à laquelle je participe, il y a quand même ça. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. Mais peut-être que ce serait aussi, cette pandémie, une occasion pour nous d'imaginer d'autres moyens de faire des capsules vidéo, de faire des émissions comme celle-ci, mais tenter de les diffuser sur nos Facebook. Il y a peut-être une opportunité là-dedans. Vous voyez, moi, je réfléchis, là, je me demande si je ne relance pas un blog. Est-ce que un blog est trop 2015 ou 2010? Est-ce que c'est encore lu en 2020? Voilà. Mais il y a aussi, ça parle aussi de notre propre intérêt, en fait. Vous savez, hein. Qu'est-ce que nous-mêmes, gens du milieu, consommons, disons pas que ça comme ça, mais qu'est-ce que nous, gens du milieu, aimons? Où allons-nous chercher nos informations? Si c'est juste seulement de art newspaper qui nous intéresse, il y a toujours les mêmes gens qui écrivent et c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Peut-être que c'est un moment aussi pour nous de réfléchir à quel lien on veut avoir avec ce milieu et comment on veut le rebâtir. C'est peut-être une opportunité, je suis d'accord, Ariane. Moi, je pense que c'est peut-être une opportunité. Je pense que j'ai entendu la même chose de gens en Angleterre qui disaient les blockbusters, on en a soupé, là. On en a vraiment marre, il faudrait penser à autre chose. Mais bon, là, c'est ce que les gens disent maintenant. Peut-être que dans un an, quand l'épidémie sera passée, on va revenir comme ce qui se passait autrefois et on aura tout oublié et ça va être encore plus le délire d'argent et de voyage. Et tout le monde ces temps-ci dit on va consommer local, on va arrêter de voyager. Mon Dieu, comment on a pu vivre une vie aussi cinglée? Mais peut-être que dans un an, on n'aura qu'une idée, c'est de tout recommencer à zéro. C'est peut-être triste, ça sera peut-être triste. On verra. Mais moi, ça me fait quand même réfléchir ces temps-ci. Je me dis que moi-même, j'ai participé à un système qui commençait à me lasser véritablement profondément. Mais Ariane, tu vas peut-être pouvoir nous parler. Toi, tu as un projet, je m'excuse de mettre l'accent sur toi, mais tu as un projet là en ligne d'exposition à la Galerie du Slam. Mais je crois que ce serait l'occasion de parler de ça parce que je trouve que c'est une très, très belle idée d'une exposition en ligne
Tout à fait. En fait, c'est une exposition qui s'appelle Quelque part autrement, qui est un projet, en fait, qui a été initié par Louise Derry. Bien, merci, en fait, de me donner cette plateforme. Un projet qui s'intitule Quadrature et qui rassemble, qui est inspiré de la pièce Quad de Samuel Beckett, qui était une pièce de théâtre expérimental qui avait été pensée pour l'écran télévisuel. Puis là, l'exposition, en fait, Quadrature rassemble 4 commissaires qui, chaque commissaire, en fait, invite 4 artistes. Donc là, on est dans le 2e volet du projet avec mon exposition qui commence, en fait, jeudi, le 22 octobre. Et c'est ça. Donc, qui s'intéresse un peu à ce qui se passe en ce moment par rapport à la pandémie, mais aussi aux enjeux de visibilité et d'invisibilité. Donc, comment vous faites pour présenter ça en ligne? Je n'ai pas été la voir. Elle n'est pas encore disponible, en fait. Oui, tout à fait. Comment tu rends ça visible? Comment tu rends ça intéressant en ligne? Qui arrive? Alors, oui. Non, mais c'est sûr que ça, c'était le défi là, du projet, mais en travaillant, en m'inspirant de la pièce de Beckett, je me suis dit que le meilleur moyen de travailler pour une exposition en ligne, c'était de travailler avec des artistes qui employaient la matière numérique comme matière première, puis sans que ça soit néanmoins des artistes qu'on pourrait considérer uniquement du web, là, parce que ce n'est pas le qualificatif premier qui me vient en tête là, quand je pense à ces artistes. À ces artistes-là. Puis je voulais aussi que le propos soit plus porteur, qui réfléchisse sur des enjeux plus globaux et qui ne se confinent pas non plus à l'espace du web. Donc, réflexion sur les enjeux imbriqués liés à l'histoire, à la représentation, aux imaginaires. Donc, voilà. Donc, je suis nommée les artistes Faye Moulin, Anna Binta Diallo, Leila Zeli et Mona Sharma. Donc, voilà. Des artistes un peu moins connus. Je ne dis pas qu'ils sont moins connus, mais un peu moins. Effectivement, bien, puis c'est un peu le but aussi là, de se servir de cette plateforme-là pour mettre des artistes dont on voit moins le travail, puis de leur donner une certaine, justement, une visibilité. Mais c'est des artistes vraiment formidables, les œuvres sont vraiment fort intéressantes. Donc, et puis ça, c'est des grands, j'ai juste hâte de voir ça, mais c'est une des grandes, je pense aussi, opportunités, c'est qu'est-ce que la pandémie va changer dans nos expositions dans le monde virtuel. Puis je pense qu'on ne s'est jamais posé la question autant que dans les derniers mois. Hein. Moi-même, on travaille sur un projet en ce moment qu'on ne peut pas annoncer parce qu'on est trop embryonnaire, mais le web nous permet une multiplicité de lectures, d'approches, de façons de faire. Qu'est-ce qui fonctionne en vrai et qui ne fonctionne pas dans le web et vice-versa, ou qui fonctionne dans les deux? Tout est à faire. Cette réflexion-là, elle nous est forcée, mais ça pourrait être super positif. Puis ça pourrait avoir un impact sur notre présence internationale aussi. Là, on est d'accord que le web, c'est la question du blockbuster dans son sens traditionnel, mais par définition, toute exposition sur le web peut être un blockbuster, quel que soit son contenu. Tu peux avoir des millions de visiteurs sans impact négatif. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va voir une nouvelle muséologie, une nouvelle façon de faire des expositions naître en 2020-2021 à cause de ça? Bien, possiblement. Il y a un projet, moi, que j'avais trouvé fort intéressant quand je travaillais sur mon propre projet commissarial. C'est To Feel Close, qui est un projet qui a été développé, je crois, à Toronto, qui implique plusieurs centres, galeries aussi. Il y a Frank Kaka, entre autres, qui travaille avec certains artistes sur ce projet-là. Puis un projet en particulier, en fait, c'était un projet avec F. Tani et Amy Aral, qui est Alray, je pense, c'est vraiment fort intéressant, là, qui réfléchit sur qu'est-ce qu'est la ruine, qu'est-ce qu'un monument, bref, des enjeux très, très, très actuels. Là. Donc, je vous invite à aller voir ce projet-là. Il y a d'autres projets aussi d'autres artistes sur la même plateforme. J'apporterais juste une petite nuance. En fait, c'est un projet de AKA Artist Run Center qui est un centre d'artistes à Saskatoon. Donc, quand on parle de décentralisation, puis de s'ouvrir davantage vers les autres villes qui ont des initiatives vraiment superbes, c'est un bel exemple. Bien, tout à fait, mais en fait, c'est un projet, si on descend, si vous regardez, en fait, il y a plusieurs collaborateurs. Je sais juste que F. Tani travaillait avec Frank Kaka sur ce projet-là. Mais effectivement, ça a été mené par différents collaborateurs. Ben, il y a plein de nouvelles initiatives collaboratives. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Field Trip qui a été lancé par Contemporary Calgary, qui vise à mettre en relation différents projets plutôt communautaires que artistiques à travers le pays, puis qui fonctionnent super bien, auxquels on participe aussi.
Il y a un discours national qui, je pense, au niveau qui a commencé au niveau des actions communautaires, parce que c'est la chose la plus facile pour les musées à mettre en commun, je pense. Mais si ça s'étend dans le cercle des expositions et des projets concrets, ça pourrait être vraiment, vraiment le fun. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est quoi l'intérêt de voir des expositions en ligne versus en vrai? C'est une transformation majeure, tout ça. C'est pas une question pour moi, ce n'est pas une question de nationalisme, d'internationalisme. C'est une question de curiosité, je vais vous dire en bout de ligne. C'est ça qui m'énerve. C'est comme récemment, j'avais une discussion avec une amie, puis je lui disais, OK, on ne parle pas assez de nos artistes, mais elle me disait, mais tu sais, par exemple, dans le monde de la littérature, du livre, on ne sait pas du tout ce qui se publie dans plein de pays. Hein. Les traductions de livres allemands, en mandarin, il y a un problème là. Est-ce que les intellectuels et les gens du milieu sont assez curieux pour s'intéresser à une diversité de choses, de pratiques, de points de vue? C'est ça qui est la grande question. Et là, du coup, si vraiment nous-mêmes, on fait tous un effort pour être un peu plus curieux, peut-être qu'on pourra un petit peu faire éclater la situation où on a seulement des hommes blancs, encore bien souvent, qui sont exposés dans les musées, et hétérosexuels pour la plupart. Mais bon, bref. C'est ça l'enjeu pour moi. C'est une question de curiosité. Et je pense que le milieu a perdu un petit peu de ça. Et je dirais même sur la scène internationale, on s'est donné souvent une bonne conscience en invitant tel artiste noir. Bon, bref, vous m'entendez. Tout comme à l'heure actuelle, je trouve que le débat sur les statuts là, qui a eu lieu à Montréal, où est-ce qu'on déboulonne McDonald's, on l'a déboulonné pour la je ne sais plus combien, 15e fois, m'apparaît un petit peu un travail de façade où on déboulonne une statue, mais dans le fond, est-ce que la situation des Autochtones ou des Noirs a-t-elle changé véritablement au Canada? Et je ne dirais pas seulement qu'au Québec. Là. Bien, est-ce qu'elle a véritablement changé? Vous me suivez? Donc, il faut une curiosité continuelle, il faut continuellement être aux aguets, faire la promotion d'artistes qui sont un peu différents de nos points de vue, créer des dialogues, oui, effectivement. Mais l'idée du local et de l'international, moi, je ne peux vraiment plus. Je voudrais des gens curieux et des gens qui sont capables de me parler de choses différentes et pas simplement toujours des mêmes noms. Je pense que je suis d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord? Mais c'est difficile pour un musée, Jean-François. Toi-même, tu es confronté à ça. Les subventions, bien souvent, viennent c'est la dictature du tourniquet, ce que j'appelle ça. Bon, ta dictature, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Le musée, il doit rendre des comptes aussi à son conseil d'administration. C'est pas eu tant de visiteurs qui sont venus. Ouh là là, ça va mal. Après ça, les ministères nous disent on va vous couper un petit peu votre budget, allez chercher plus de gens. C'est aussi un choix collectif, là. J'aimerais ça, moi, que sur un conseil d'administration, quelqu'un puisse dire je me moque du nombre de visiteurs qui viennent. Faites-moi l'exposition la plus géniale qu'il puisse y avoir, que tout le monde puisse en parler, et je me moque du nombre de visiteurs. Enfin, tu as peut-être de la chance, toi, mais beaucoup de conseils d'administration ne sont pas comme ça. Ça dépend des musées, puis c'est plus nuancé que ce que tu dis, mais quand même, sans défendre la dictature du tourniquet, l'art, en tout cas, dans mon livre à moi, mon intérêt pour l'art, c'est de changer le monde. Je le répète sur plein de plateformes, c'est de faire poser des questions intéressantes, de faire cheminer les gens une personne à la fois dans leur questionnement, dans leur vie. Puis s'il n'y a personne qui voit l'exposition, il n'y en a pas de cheminement. Il y a un juste milieu. Là. De l'art fantastique qui n'est pas vu ni compris par personne, ça ne sert à rien. Puis de l'art facile qui est vu par tout le monde, y compris par tout le monde, mais qui ne fait rien bouger, ça ne sert à rien non plus. Oui, mais une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre. Et une bonne œuvre, peut-être que sur le court terme, une œuvre hermétique qui est bonne sur le court terme, peut-être que les gens ne la comprennent pas, mais peut-être que tant pis aussi. Tu sais, je pense aussi qu'un musée doit faire le pari d'œuvres très compliquées, très difficiles et qui peut-être vont toucher des gens sur le long terme ou peut-être que les gens vont en parler après coup. C'est terrible ce qu'on demande au musée ces temps-ci. On leur demande d'être grand public, d'aller chercher beaucoup de gens, d'aller chercher des collectionneurs en masse. C'est étouffant. Les défis pour un directeur ou directrice de musée maintenant sont absolument effarants. Mais je pense qu'il faut revenir à une autre échelle. Il faudrait peut-être penser à un musée minuscule avec 3 œuvres et une personne qui s'en occupe, un catalogue fait avec des polycopies. Vous vous rappelez les polycopieuses? Fait en broché. Moi, je rêve de formules souples, botchées, légères. J'en peux plus là, de ces structures lourdes où on ne peut rien faire finalement.
Bon, je ne devrais pas dire ça parce que j'aimerais bien travailler un jour dans un musée, mais bon, à mon âge, c'est un peu râpé. Mais si je travaillais dans un musée, la première chose que je ferais, c'est d'avoir une salle totalement expérimentale, botchée, avec des photocopies et des gens qui brochent des choses sur le mur à longueur de journée, puis qui changent ça leur tente. Une exposition qui n'est pas finie. Mais bon, vous voyez le genre de truc. Mais le Palais de Tokyo avait fait ça un peu à une époque. Ils se sont un petit peu embourgeoisés. Mais à une époque, le Palais de Tokyo à Paris avait opté pour une structure beaucoup plus souple et beaucoup plus dynamique. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait refaire. On a confondu professionnalisme et œuvre embourgeoisée. Et je suis très, très sérieux. Je pense qu'on peut être tout à fait sérieux dans sa démarche et avoir une œuvre touffue, un peu étonnante, pas finie. On s'entend, là, je ne veux pas une œuvre garochée, là, mais je pense qu'il peut y avoir un work in process, il peut y avoir une autre structure. Thomas Hichorn, moi que j'aime beaucoup, il fait des œuvres qui sont beaucoup plus échevelées, disons-le comme ça, et j'apprécie beaucoup ça. Mais ça, c'est devenu une esthétique reconnue et acceptée et célébrée. Et oui, il s'est récupéré lui aussi. Et embourgeoisé. Et puis, je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, vous travaillez avec du ruban tape parce que ça résiste à la bourgeoisie. Il m'a dit, tout peut être récupéré par la bourgeoisie. Mais quand même. Non, mais je pense que c'est peut-être vrai qu'il manque des espaces d'expérimentation un peu plus libres. Parce que même, je dirais, les centres d'artistes sont devenus jusqu'à un certain point des petits musées. Là, ils travaillent avec des commissaires. Il y a des structures assez lourdes, mais ça, je pense que aussi, ça vient des organismes subventionneurs là, qui leur demandent des comptes, une programmation pensée 2 ans à l'avance. Donc, je pense que ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que ça... Un rapport bien fait, avec des commentaires des journaux. Oui. Puis s'il n'y a pas eu assez de gens dans les journaux qu'on a parlé de leur revue, donc ça ne va pas. Oui. Ouais, est-ce qu'une galerie privée pourrait faire ça? Ou c'est automatiquement la mort de la galerie s'ils adoptent ce modèle-là? Est-ce qu'une galerie pourrait vendre malgré une... Et un musée, est-ce que toi tu ferais ça, d'avoir une salle expérimentale où tu confies à des artistes pendant un mois de faire des événements complètement non préparés? C'est compliqué. Écoute, nous, on a une salle projet qui est justement une salle qui va un peu dans ce sens-là. Mais honnêtement, même si on la programme 6 mois à l'avance, même si les choses sont beaucoup plus flexibles et malléables et rapides, la machine muséale prend le dessus, puis le visiteur, quand il vient, je ne pense pas qu'il voit la différence. Nous, on le sait dans la façon dont le travail est fait, puis dans la préparation, le temps qui est passé, pas le temps investi, mais le nombre de mois en amont. On le sait que c'est une salle qui est différente. Mais dans les faits, je ne suis pas sûr qu'on la sent, la différence. C'est pas évident. Palais de Tokyo, on la sentait, la différence. Mais Michel, on vous a coupé, vous vouliez dire autre chose? Mais oui, mais tout à l'heure, on parlait justement d'initiatives qui seraient plus indépendantes ou alternatives ou qui seraient libérées finalement de cette rigidité qu'impose le cadre institutionnel, les demandes de subventions, etc., etc. Puis je pense que dans la scène de la Ville de Québec, du moins, chez la relève, on ressent vraiment qu'il y a un foisonnement ou une énergie chez les artistes émergents à se regrouper en collectif ad hoc ou pour créer ensemble des initiatives de diffusion alternative avec des expositions pop-up ou d'exposer dans des lieux complètement inusités. Puis c'est hyper intéressant, mais ça pose encore le problème de l'absence de rémunération dans le cas de projets comme ceux-là où ce sont des artistes qui vont prendre sur eux cette charge sans avoir les outils nécessaires pour pouvoir vivre. Donc, ce n'est pas soutenable encore, ce type d'initiative, malheureusement. Mais si on veut défier le système, il faut aussi accepter que ce ne soient pas les mêmes conditions. Vous me comprenez bien. Et puis là, je parle bourgeois avec mes grands tableaux derrière, là, et puis en ayant un poste de professeur. Mais moi, je pense aussi qu'il faut parfois accepter. Moi, j'ai aussi fait des projets en les payant de ma poche. Là, vous m'entendez bien. Puis si j'ai de la chance, je suis professeur, je peux me permettre ça. Mais moi, je crois aussi qu'il va falloir accepter ça aussi, qu'on peut ne pas être un artiste reconnu et que les œuvres se vendent bien. Et puis, tant pis pour le milieu, tant pis pour le marché, tant pis pour tout ça. Parce que peut-être en fait, c'est peut-être ça aussi un peu qui est l'avenir ces temps-ci. On a tellement rêvé de vedettariat, de reconnaissance internationale,
que peut-être on a fait un peu fausse route en cours de route. Là, peut-être qu'il faut revenir à être un artiste méconnu, mourir dans son coin, sans savoir ce que les gens nous ont reconnus. Je ne sais pas. Vous voyez, je rigole un peu aussi, mais peut-être que le végétarien est venu un peu pourrir aussi notre idée de l'art. En tout cas, le timing est bon pour y penser, je pense, puis pour se poser ces questions-là. Hein. Puis je vois l'heure filer. Je pense qu'on a largement dépassé le temps alloué, mais c'est peut-être une belle note sur laquelle terminer aussi, là, ce questionnement-là qui est incroyablement approprié aujourd'hui et dont on a réellement besoin. Donc, j'espère qu'il y a des belles choses qui vont en sortir de là. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour la fin? Il y a des gens qui veulent dire. Et moi, j'aurais voulu savoir à Longueuil, qu'est-ce que vous allez présenter, Ariane? Qu'est-ce que vous faites avec la pandémie? Là, vous réouvrez un jour ou vous faites quoi? Ben, on est en attente, en fait, un peu comme tous les centres. Ouais. Oui. Mais donc, vous avez quand même une programmation d'artistes. Oui, tout à fait. Ou... Ben, en fait, là, c'est Isabelle Ayer, une exposition qui est tripartite, là, qui était présentée aussi à Laval puis à Sherbrooke. Ensuite, ben, c'est une programmation, par contre, sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais on va présenter aussi Ollie Sorensen et éventuellement Chuck Samuel en janvier, si tout va bien, en fait. Oui. Mais Isabelle Ayer, c'était aussi un beau moment pour elle parce qu'elle aussi, elle a eu son moment de gloire. Puis peut-être que là, on l'oublie un peu d'avoir 3 expos en même temps. C'était une manière de célébrer sa carrière à mi-parcours. Ça, c'était... Tout comme Chuck Samuel aussi, on l'avait un petit peu moins vu. Bravo de faire ça. Oui, tout à fait. Mais on peut parler aussi du musée de Joliette, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses qui se passent. D'ailleurs, la première exposition que j'ai revue, moi, après le confinement, c'est l'exposition de Monique Régimbal-Zeber. Ça m'a tellement fait du bien de voir cette exposition-là. Donc, je ne sais pas si tu peux parler aussi de ce qui s'en vient au musée. Québec, donc, on peut garder oui, les ouverts. Elle va être accessible dans d'autres milieux. Elle va voyager où? Pardon? Elle ira où? Au musée de Québec? Ou... Je ne peux pas tout dire. Ah, OK, d'accord. Mais elle va se promener. Encore. Et puis, mais ça, d'ailleurs, je tiens à le dire, à quel point vous faites un bon travail par rapport à vos expositions. Vous les faites voyager, vous les faites se promener. Puis je pense que c'est vraiment fort intéressant là aussi. Pour nous, c'est super important. Ouais. On parle faire des ponts, c'est à tous les niveaux. Puis des expositions qui voyagent, c'est un pont qui se construit tranquillement. C'est vraiment... Mais ce n'est pas toutes les institutions qui font ça. Ben, c'est extrêmement difficile. Là. Écoute, l'année passée, j'ai eu 10 expositions dans 3 pays. C'est une affaire de fou. Hein. Ma femme n'était pas bien contente. Je ne sais pas à la maison sur mais honnêtement, c'était un peu trop. Je pense que notre rythme de croisière va devoir être un peu plus bas que ça. Là, mais c'était un truc de fou. Mais c'est super motivant. Puis on continue. Mais nous, de notre côté, malheureusement, là, on vient de tomber en zone rouge. En fait, on tombe en zone rouge après-demain. Et du coup, tout arrête. Alors qu'on venait tout juste d'ouvrir il y a 2 semaines des expositions qui sont incroyablement fortes et un peu particulières, honnêtement. Là, on a ouvert la même semaine où Joyce Echaquan, il y a eu la tragédie à l'hôpital de Joliette ici. On ouvrait des expositions en lien avec la communauté autochtone, une exposition de Joseph Tissiga et une relecture d'œuvres classiques, d'œuvres sculptures classiques, Suzor Côté, Alfred de la Liberté et compagnie, relues par Nicolas Fleming et des membres de la population autochtone de la Naudière. Donc, c'était... dans une des expositions, il y a l'oncle de Joyce Echaquan, ce qui est complètement fou. Et nous, on travaille sur ces expositions-là depuis 2-3 ans. Donc, tout ça arrive en même temps. Donc, de mettre la clé dans la porte, pour moi, cette semaine, c'est incroyablement difficile parce que je sentais qu'on jouait un rôle, que notre porte-voix était utilisée par la population autochtone dans un moment où on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et donc, c'est incroyablement triste. Bon, c'est la vie. On continue. On se retourne vers le numérique. On continue à opérer Musée en quarantaine, puis plein d'autres projets. Puis on avance. On ne peut pas reculer en arrière. On ne peut pas regarder en arrière. Donc, toi, Michel, as-tu un petit mot sur ce qui s'en vient avant qu'on termine ça? As-tu des choses de ton côté que tu veux soulever, peut-être même avec ton blog et ton podcast ou quoi que ce soit? Ben oui, moi à Québec, je travaille avec À l'Est de vos empires, qui est un magazine multiplateforme qui se veut, qui donne beaucoup de visibilité aux arts visuels dans la ville de Québec. Là, on fait de la critique d'art, on a une balado-diffusion hebdomadaire, on a des expositions virtuelles sur la plateforme, on a une revue web avec la publication régulière de textes, on mise aussi beaucoup sur une certaine interdisciplinarité, donc vraiment le décloisonnement des différentes disciplines
disciplines artistiques, donc avec le théâtre, la danse, la littérature également. Donc, je pense que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer d'aller dans cette direction-là. Je mentionnerai aussi que du 20 novembre au 6 décembre, il y a la Foire en art actuel de Québec qui, elle aussi, va être entièrement virtuelle. Donc, suite à Toronto, on peut se diriger vers la Foire de Québec. Une excellente foire. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Super apprécié. Et puis, j'ai bien hâte qu'on puisse se revoir en personne pour continuer ces discussions-là, nous quatre, mais avec tout le monde du milieu. Et en espérant que les centres d'exposition, les musées puissent réouvrir, parce qu'on s'entend, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, comme quoi c'est pas un lieu d'éclosion. Donc, il faudrait que ça réouvre le plus tôt possible. Tout à fait. On en a besoin. Oui, très mauvaise décision du gouvernement. Ridicule décision. Merci. 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 Ah.